13h21 dans le ZCL. Je vous rassure, on aura l'occasion de retrouver Harry Méfond d'ici lundi en direct dans le ZCL. Il viendra s'expliquer. Il est le délégué du CREFOM. Notre deuxième invité là, c'est M. Alain Plaisir. Merci d'être venu. Et Alain Plaisir, alors je disais tout à l'heure, vous êtes connu pour la TVA, l'octroi de mer, mais vous avez été aussi connu pour le LKP. C'est un mauvais souvenir ou un bon souvenir, LKP? Non, c'est un bon souvenir. Oui. C'est l'histoire de toute manière. Donc je suis content d'avoir vécu cet événement, qui est un événement historique, je dirais même planétaire, puisque des journalistes du monde entier sont venus en Guadeloupe. Donc je suis bien content d'avoir vécu ce moment-là. Simplement, il y a peut-être des regrets, parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux. Pas pendant les 44 jours, mais après les 44 jours. Je pense qu'il aurait dû avoir un débouché politique, parce que le peuple attendait qu'on propose quelque chose. Que ça se transfère en prise de position politique? Oui, plus que prise de position, qu'on pose le problème du pouvoir politique. Oui. Puisque quand vous avez 70 000 personnes qui suivent et qui attendent autre chose, parce qu'on avait développé un programme, on avait des revendications qui concernaient toute la société. Parce que souvent la presse a mis en évidence les 200 €. Mais 200 €, c'est un point de revendication. Il y a d'autres points, par exemple, comment aider les pêcheurs. Par exemple, on disait qu'il fallait, pour l'agriculture, qu'il y ait une exonération totale sur les intrants, qu'il fallait mettre en place une formation adaptée à notre situation. Bon, il y a d'autres choses. Même sur la consommation. On a eu l'impression à un moment que ça fonctionnait et puis on est revenu à la case départ pratiquement. Oui, ben, le problème de la consommation, de la vie chère, a été le déclencheur. Hein, vous savez, donc il y avait une vie chère qui est toujours chère, qui explosait. Et les gens sont plus informés maintenant. Les gens se comparent, les gens qui vont en France ou même qui ne vont pas en France, qui ont des amis qui viennent ici, ils disent tiens, comment se fait-il qu'un produit, je ne sais pas moi, un yaourt coûte 2 fois plus cher qu'un Nesquik. Je prends cet exemple parce que ça a été mis en évidence par un rapport du Sénat, coûte 100% plus cher et que la plupart des produits allaient entre 40 à 80% plus cher. Donc les gens sont conscients que cette vie est chère. Et surtout, on a pu expliquer, avant les 44 jours de grève, on a pu expliquer dans les médias, notamment ici, comment les prix se formaient. Ouais. Et quand on a pu faire la démonstration que c'était ni l'éloignement, ni les taxes qui rendaient la vie chère, on s'est rendu compte que c'est vraiment la profitation. Et la profitation, qui est responsable de la profitation. Et qui continue. Et qui continue. Parce que les gens, les importateurs, ce qu'on appelle la grande distribution, maîtrisent parfaitement le circuit. Non seulement le circuit est maîtrisé, mais il n'y a pas de transparence. Les autorités n'expliquent pas aux gens, un produit. Alors, je vais vous donner un exemple. Je viens de faire une étude pour un livre qui va paraître bientôt. C'est presque un scoop. J'ai pris l'exemple des dents de dorade que vous avez, hein, qui sont vendus 9 € pour 2 kilos. Donc, à peu près 4,50 € le kilo. Mais ces darnes sont achetées par l'importateur à 2,20 €. Toute taxe payée, 2,20 €. Donc, même quand il vend à 5 €, ouais, pour le consommateur, pour le consommateur Vitabel, ouais, c'est quand même 5 € de moins, ouais, que le pêcheur guadeloupéen. Mais il a fait 100% de bénéfice. L'IGNAM, c'est pareil. L'IGNAM, il reçoit l'IGNAM toute taxe payée, c'est-à-dire ça sort de Costa Rica, le transport est payé, le fournisseur est payé, les droits, TVA, octroi de mer, droit qui est payé, et il reçoit ça dans son magasin à 0,78 €. Donc, alors les gens disent oui, c'est peut-être moins cher que la consommation locale, mais il faut savoir que c'est un système qui est basé sur la profitation. Ces personnes achètent des endroits où c'est le moins cher. Ils ne vont pas acheter l'IGNAM même à la Dominique, c'est encore trop cher pour eux. Ils vont acheter l'IGNAM à Costa Rica. Ou l'IGNAM quitte la Costa Rica, arrive en Guadeloupe à 0,62 €. Et l'ensemble des taxes, c'est 13 centimes d'euros. Alors 13 centimes, ça peut paraître, c'est peut-être 20% du prix, mais ça renchérit le produit de 13 centimes. Et ça montre aussi les limites de l'octroi de mer dont le président de la région dit on va protéger la production avec l'octroi de mer. Donc toutes ces choses-là montrent que la profitation existe toujours et qu'il faut, et c'est la thèse que nous développons, il faut qu'il y ait un contrôle des prix ici et il faut sortir du système
libérale. Parce que sous les produits de première nécessité, il faut qu'on puisse fixer une marge. Pour tel produit, vous ne devez pas vendre plus de 10% du prix sorti de la douane. Puisque nous avons développé cette thèse-là pendant le LKP, les produits ne devraient pas coûter plus de 10% de plus qu'en France. Parce qu'on prend en compte, parce qu'il faut être logique, on prend en compte les frais, oui, les frais d'approche, le transport, les frais d'approche, on prend en compte. Et la marge. Mais tout ça, et la marge, c'est 10%. 10%, l'importateur fait des profits, mais c'est un profit qui est acceptable. Mais quand vous allez à 60%, 70%, à 100%, c'est de la profitation. Céline, une question. J'imagine que vous restez très sceptique face à des outils comme l'Observatoire des prix ou ce genre de choses. Oui, on reste sceptique parce que vous avez dans l'Observatoire des prix toute une série de personnes. Une série de personnes, il y a des syndicats, il y a des associations consommateurs, mais il y a également des représentants des importateurs. Et les représentants des importateurs, ils fonctionnent en lobby, c'est-à-dire ils ont une puissance de frappe que le représentant des consommateurs, il arrive, il n'a pas tous les éléments en main, on lui donne des éléments, bon, il n'a pas, c'est pas professionnel, c'est un bénévole, bon, voilà. Ça c'est la première chose. Par contre, et je profite des médias pour le dire, je ne suis pas d'accord avec le fait que des syndicalistes qui doivent représenter le syndicat dans cet observatoire ne viennent pas. Parce que vous êtes contre la chaise vide. Ah, je suis contre la chaise vide parce que quand mais vous vous ne avez dit que ça ne sert à rien. Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas désigner quelqu'un pour y aller. Est-ce que vous me suivez? Si on vous demande de désigner votre représentant et vous désignez quelqu'un et cette personne ne vient pas, ceux qui sont en face ont le beau rôle de dire ben, ils ne viennent pas. Partez là. Partez là. Et ceux qui sont là, parce qu'eux, ils viennent, les représentants de l'État et les représentants des lobbies. Ils viennent, ils disent bon voilà, il n'y a pas de problème, sur tel produit, on va baisser le panier, le bouclier prix, on choisit une liste de 100 produits, on va baisser de 5%. Et c'est entériné parce qu'il n'y a personne pour contester. Et donc, c'est vrai que on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dedans. Les représentants du personnel n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais en aucun cas, il ne faut pas faire la chaise vide, parce qu'on a au moins la possibilité de dénoncer, de sortir de cette réunion, de dire bon voilà, j'ai assisté à telle réunion, il y a eu telle manœuvre, bon, voilà. Mais Alain Plaisir, vous pensez que parler de contrôle des prix pour arrêter la profitation, vous pensez que c'est possible un système colonial comme le nôtre aujourd'hui, réellement de mettre un terme au libéralisme? Tout à fait. Oui, c'est une bonne question. Et c'est pour cette raison que je pense que ce n'est pas possible dans le cadre actuel. Puisque vous ne pouvez pas... la France a basé son système sur le libéralisme, sur le libre-échange, la liberté des prix. Donc vous êtes un département français, vous êtes obligé d'appliquer les lois françaises, la réglementation. C'est pour cette raison, et je vois que vous avez notre document, nous sommes pour l'autonomie de la Guadeloupe. Nous sommes pour l'autonomie de la Guadeloupe, d'une manière très claire, et nous disons qu'il faut que nous ayons des compétences qui nous permettent de faire un certain nombre de choses au niveau social et au niveau économique. Et au niveau politique, bien sûr. Donc c'est pour cette raison que le CIPA, dès sa création, a été créé sous la base de l'autonomie de la Guadeloupe. Et l'autonomie de la Guadeloupe, ce n'est pas l'indépendance, c'est un partage de compétences avec l'État central. L'État central garde un certain nombre de prérogatives, la défense, la monnaie, la sécurité, mais toutes les compétences économiques et les compétences sociales, nous les voulons pour mettre en œuvre un autre modèle, un modèle qui est propre aux Guadeloupéens et qui serait imaginé par les Guadeloupéens. Mais c'est la difficulté d'arriver à ce système. Ah ben, ça dépend des Guadeloupéens, puisque les autorités françaises se disent prêts à accepter un autre statut pour la Guadeloupe à condition que les Guadeloupéens le veuillent. Et donc, ça veut dire que les gens qui dirigent la Guadeloupe, les élus actuellement, n'ont jamais fait un travail politique pour dire aux Guadeloupéens il faut changer de statut. Alors, les plus audacieux disent il faut une assemblée unique. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait des gens qui siègent au Conseil général et au Conseil régional, il faut que ces mêmes personnes siègent dans les deux assemblées. C'est ça l'audace. Ils n'ont jamais expliqué. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils font peur aux gens. Quand nous, au CIPA et d'autres,
explique ce que c'est que l'autonomie. Qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Ah, mais c'est une bonne idée, ça, l'autonomie. Mais c'est l'antichambre de l'indépendance. Après, ils vont vous amener à l'indépendance et vous serez comme Haïti. Voilà ce qu'ils disent aux gens. Et nous, c'est pour ça qu'on met le débat devant l'opinion publique, qu'on a fait une conférence à Vous avez fait une lettre d'ailleurs, il faut qu'on en parle. On a fait une lettre. Mais vous avez répondu le président? Non, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu parce que dans cette lettre-là, je vais revenir sur la lettre, mais pour terminer sur cette question politique, les gens, nous mettons des éléments au débat. Débattons. Ils refusent de mettre le débat sur la question statutaire. Donc, il appartient aux organisations comme nous d'expliquer à la population ce que c'est que l'autonomie. Et je pense que ce travail se fait. Il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à cette idée. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autre solution qu'un statut qui permette aux Guadeloupéens d'avoir plus de compétences pour mettre en œuvre un modèle guadeloupéen. Voilà. Alors, avant de parler de la lettre, quand même, il y a un sujet qui fait débat, qui fait polémique. Je sais que vous êtes un partisan. On a l'image du port, aussi le grand port. Alors, vous savez qu'on est passé au stade de l'appel d'offres. Aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en place. Vous avez été un défenseur du grand port. Doumouta et d'autres personnes pensent que c'est la mort du commerce intérieur, du marché intérieur, justement, s'il y a un grand port, parce qu'on va se trouver une espèce de grand supermarché des produits extérieurs. Pourquoi faut-il défendre le grand port? Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un débat parce qu'en quelques mots, oui, on ne peut pas dire. Bon, moi, ce que vous m'avez présenté, mais vous savez, peut-être que beaucoup d'autres inspecteurs le savent aussi, que ma profession, avant que je sois à la retraite, c'était inspecteur des douanes. Tout à fait. Donc, je pense connaître le commerce international, comment ça fonctionne, et je sais aussi comment une marchandise arrive en Guadeloupe et comment ça sort du port. Une marchandise, quand une marchandise arrive en Guadeloupe, ça veut dire que quelqu'un l'a commandée. La marchandise ne prend pas le bateau comme ça. Hein. C'est-à-dire que si M. Zangonis, vous commandez une marchandise, votre fournisseur va vous dire, je vous envoie cette marchandise va arriver au port, accompagnée d'une facture, et vous allez donc payer droits d'État, et ça sortira. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des porte-conteneurs qui sortent d'Asie, qui passent par le canal de Panama, il y aura plus de marchandises s'il n'y a pas une commande. Est-ce que vous me suivez là? Je comprends. Donc, parce que l'argument qui dit, ah oui, il y a des bateaux qui sont sortis des porte-conteneurs, 1 million de conteneurs, peut-être même 2 millions. Mais si vous ne commandez pas ces conteneurs, les conteneurs ne vont pas arriver. Le bateau peut s'arrêter en Guadeloupe, faire escale en Guadeloupe, ce qui se passe dans d'autres situations. Mais pour transborder la marchandise, ça ne va pas se faire. Bon, donc c'est le premier élément. Deuxième élément, si vous ne voulez pas que des marchandises rentrent en Guadeloupe, même ceux qui rentrent, parce que les gens qui achètent des marchandises, on a un système de la loi de l'offre et de la demande. Si vous avez 400 000 habitants qui mangent 16 000 tonnes d'igname, c'est le chiffre, c'est pas parce qu'il y a des bateaux plus gros que le mec va acheter 32 000 tonnes d'igname parce qu'il sait qu'il ne va pas les écouler. Donc il faut faire appel à la réflexion, à l'argumentation. Moi je suis pour l'argumentation, je ne suis pas pour les slogans. La deuxième chose, c'est que si, même dans le cadre actuel, moi je suis pour protéger la production guadeloupéenne, le marché intérieur. J'ai fait un livre là-dessus, Conquête du marché intérieur. Mais vous avez protégé le marché intérieur, pas avec des slogans, pas à dire, ah, il ne faut pas y ouvrir, il ne faut pas habiter. En mettant en place des mécanismes douaniers et fiscaux qu'on n'a pas en ce moment. Qu'on n'a pas en. C'est pour ça que je suis. Tout est lié. Hein. Oui. C'est pour ça que je suis pour un statut d'autonomie. Si vous dites qu'il y a un système de contingentement, en France même, il y a un système de contingentement qu'ils sont en train de supprimer parce qu'il y a le libéralisme, le libre-échange. Mais à une époque en France, quand j'ai travaillé à Paris, on disait c'est 100 000 chemises venant d'Asie qui rentrent. Pas plus. Pas plus. Et les douaniers imputaient. Et quand on arrive à 100 000, il y avait un quota. Un quota, oui. Voilà le mot. Quota. Et quand on arrive à 100 000, la douane avait consigne, plus rien ne rentre. Oui. Donc vous avez des moyens pour empêcher d'envahir le marché intérieur. Mais oui, mais c'est ça le problème. Non, mais vous avez des moyens déjà, par la logique des choses, par la logique que je vais vous expliquer, que si la consommation c'est 16 000 tonnes, au-delà de 16 000 tonnes, le gars ne va pas acheter. Sauf si les prix sont cassés. C'est un dumping. Oui, mais même si un dumping, à un certain moment, il ne pourra pas aller au-delà. Parce que si vous mangez, admettons, vous mangez tous les jours des ignames,
Mais si dans votre famille, il faut 2 kilos, vous n'avez pas acheté 3 kilos, on est d'accord, vous avez acheté 2 kilos. Bon. Par contre, ça peut prendre sur la part de la production locale. Mais pourquoi ça ne prenne pas pour la production locale? C'est pas parce que vous allez dire ça, parce que prenons Marie-Galante. Marie-Galante, les gros bateaux n'arrivent pas à Marie-Galante. On est d'accord avec moi? Les gros bateaux arrivent après Tapit. Les marchandises sont transbordées, prennent un petit bateau et vont à Marie-Galante. Donc si vous n'avez pas un port en eau profonde pour accueillir les bateaux qui ont un tirant d'eau de 14 mètres alors que le port c'est 11 mètres, les bateaux, si monsieur, enfin je ne dis pas le nom, si l'importateur il veut acheter des marchandises, vous pouvez pas, le bateau ne peut pas arriver ici, le bateau arrive en Martinique, la marchandise arrive en Martinique, va être transbordée, va être taxé en Martinique, va être transbordée, vous allez avoir les mêmes marchandises, mais vous allez les payer plus cher. Parce que, oui, mais qui profite directement ces conteneurs qui vont entrer? Est-ce que ça profite aux petits commerçants? Ça profite aux armateurs. Aux armateurs d'abord? Parce que les armateurs, c'est comme on a un système capitaliste, il faut bien comprendre. Ils ont un canal qui va permettre à de plus gros bateaux de passer. Tout à fait. Comme ils ont de plus gros bateaux, pourquoi ils vont s'embêter à avoir un porte-conteneur? Je prends un exemple qui transporte 500 conteneurs. À ce moment-là, s'ils ont un porte-conteneur qui porte 500 conteneurs et qu'ils ont besoin d'amener 1000 conteneurs en direction de l'Europe, au lieu d'avoir 2 porte-conteneurs de 500, ils vont prendre un seul parce qu'ils vont faire des économies sur le personnel, sur l'économie d'échelle. Donc, eux, c'est les armateurs qui décident. Et l'exemple clair qui montre comment les armateurs décident, à tout point de vue, à Basse-Terre, on a essayé de faire venir les bateaux de croisière. Mais les gars ont dit on ne va pas à Basse-Terre. On ne va pas à Basse-Terre parce qu'il y a la houle, tout ça. Bon, nous, on va après Tapit. Et personne, ni président de région, ni maire, personne ne les oblige à venir. Donc, eux, ils ont dit on fait notre bateau. Si Port Azote ne peut pas permettre bateau à rentrer, bateau à piquer rentrer. Nous, de notre côté. Et c'est pour cette raison que même un pays socialiste comme Cuba est en train de faire un port en eau profonde. La Jamaïque fait un port en eau profonde. Oui. Bon, mais ce sont des États qui ont les moyens de contrôle douanier, de contrôle intérieur aussi qu'on n'a pas ici. Mais demandons, comme le CIPA le fait, d'avoir une compétence douanière fiscale. Mais oui, mais M. Plaisir, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, on n'est pas dans un débat, mais l'argument c'est que c'est la charrue avant les bœufs. Parce qu'en fait, on impose un port en eau profonde alors qu'on n'a pas les moyens d'un contrôle douanier réel ni d'un contrôle des prix. Je prends le truc à l'envers. Vous ne voulez pas le port en eau profonde. Admettons qu'on décide de ne pas faire le port. Bon, c'est parti. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous croyez que M. Ayotte ne va plus acheter de marchandises? Non. Il va acheter des marchandises. Il va acheter la quantité de marchandises qu'il veut. Et il va le faire venir ailleurs. Ça va arriver en Martinique, et la Martinique, il va arriver ici. Donc, non, il faut argumenter. On est dans une contrainte. Il faut argumenter. À ce moment-là, on peut juste aller en arrière, on peut retourner au bateau à voile. Non, moi je suis clair, je suis devant le téléspectateur, il y a des gens. Bon, après les gens vont se poser des questions. Chaque fois qu'il y a eu un progrès, enfin au niveau scientifique, il y a eu des gens qui disaient, bon ça. Vous savez, quand on a fait le métro à Paris, les gens ont dit, vous avez fait des trous, mais Paris va s'effondrer. Et le train, les gens ont dit le train, mais ça va rendre les gens sourds. Donc, il ne faut pas rester au niveau de l'émotif, il faut aller au niveau de l'argumentation économique. Bon. Et moi, je dis, si on veut protéger si on veut développer la production guadeloupéenne, il faut qu'on ait des compétences qui nous permettent à la fois de protéger nos producteurs agricoles, industriels, et avoir les moyens de contrôler les importations. Après, tout ça, c'est bon, c'est l'agitation, c'est du slogan compagnie. Mais moi, je ne suis pas là pour faire de la démagogie, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, je suis là pour amener des éléments de réflexion à la population. La population fait ce qu'elle veut. Moi, j'écris et je donne des éléments sur la réflexion. Le marché intérieur, il faudra conquérir le marché intérieur, puisque c'est comme ça qu'on va développer la Guadeloupe, à partir de la préférence guadeloupéenne. Et la préférence guadeloupéenne ne sera possible que si on met en place des mécanismes douaniers fiscaux. Voilà l'argumentation que je vais. Et tôt ou tard, les gens viendront, y compris ceux qui dirigent la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe est en train de s'enfoncer, de s'écrouler. C'est justement la question que je vous posais, que quand vous écrivez au président qui ne répond pas, on a l'impression qu'on est dans un pays d'autistes. On est un pays, soi-disant, on parle de démocratie. On parle de ça, la démocratie, votez pour moi.
Eh bien, en réalité, le président de région qui décide de mettre des taxes ou de ne pas mettre de taxes sur l'eau, par rapport, on a mis l'octroi de mer sur l'eau, comme s'il s'agissait d'une marchandise. Et moi, j'ai écrit au président de région, je lui ai dit, vous ne devez pas mettre l'octroi de mer, qui est un impôt, payé par tous les Guadeloupéens, sur l'eau, parce que l'eau n'est pas une marchandise. Et j'ai fait la démonstration. Et j'ai écrit dans la même lettre à M. Lurel, parce qu'il a à la fois des présidents et les députés. Il dit, et on fait également payer la TVA sur l'eau. Oui. Or, il y a des marchandises assez banales, comme un transat qu'il y a sur les plages, exonérées de TVA. Il y a des marchandises qui ne sont pas des produits de première nécessité, qui sont exonérées de TVA dans les DOM, alors que l'eau, qui est un produit de première nécessité, puisque c'est un élément vital, oui, c'est taxé à la TVA. Donc, je vous demande, premièrement, en tant que président de région, d'enlever l'octroi de mer sur l'eau. Vous pouvez le faire dès demain. Vous réunissez le conseil régional, vous prenez une délibération. Et en tant que député, intervenez auprès du gouvernement pour ajouter dans la liste des produits exonérés de TVA l'eau. Eh bien, la lettre est là, vous l'avez eue, oui, tout le monde l'a eu, c'est paru dans la presse, c'est même paru dans la presse en France. Et M. Lurel, le président de région, n'a pas répondu. Et pourquoi il n'a pas répondu encore? Vous l'interpellez là? Je l'interpelle là, devant vous, là, justement, à 20. Oui, parce que c'est que s'il n'écoute pas, mais il a son cabinet pléthorique qui écoute et qui va lui faire. Voilà une lettre. Il n'y a pas de réponse à cette lettre-là. Oui. Parce que, qu'est-ce qu'il pouvait dire à cette lettre? Vous avez raison. Mais comme il ne peut pas dire que j'ai raison, il ignore la lettre. Il fait comme s'il n'a jamais reçu la lettre. Et ça, je trouve que ce n'est pas très démocratique. D'accord. Une question alors, on ne va pas rentrer sur le domaine du PTOM parce qu'on n'aura peut-être pas le temps, mais je voulais quand même venir avec vous sur la question de l'autonomie, puisque vous étiez à une réunion samedi où le Parti communiste guadeloupéen a lancé, qu'on recevra d'ailleurs cette semaine, la semaine prochaine, monsieur Flemin, lancé une campagne sur l'autonomie. Ça renforce un peu votre position? Oui, parce que je pense qu'on est très proche. On est très proche parce que le Parti communiste a évolué, a clarifié ses positions et je ne vois pas vraiment de différence entre ce que le CIPA propose et le Parti communiste. Donc ça veut dire que la voie est ouverte pour qu'un travail fructueux, parce que plus on sera nombreux à défendre l'idée d'autonomie pour la Guadeloupe, nous on dit un statut de PTOM, et parce que les PTOM ont un statut à partir d'une loi organique, et ça dépend de ce que vous mettez dans la loi organique. Et si vous prenez l'exemple de la Polynésie, ils ont énormément de compétences. Ils ont des choses symboliques, un drapeau, l'hymne et tout ça. Ils peuvent, les accords commerciaux, ils peuvent signer des accords commerciaux. Ils ont une compétence douanière et fiscale. Ils ont énormément de compétences. Et en même temps, ces pays-là reçoivent du budget de la France presque autant que nous. C'est 4 500 € par habitant pour la Polynésie et pour la Guadeloupe 5 100 €. 5 100 €. Mais en plus, ils ont leur propre recette fiscale qu'ils ont intégralement. Deux petits mots sur une actualité qui nous a concernés de près ou de loin. Il y a moins d'1 an, la Guadeloupe est entrée à l'AEC. Récemment, la Martinique est entrée à l'OECO, ou l'OECS, comme on l'appelle. La Guadeloupe espère entrer d'ici la fin d'année comme statut associé à la CARICOM. La question qui se pose, c'est toujours la question des APE. Est-ce que ça peut véritablement changer la donne au niveau des importations, des exportations de la Guadeloupe vers ces pays de la Caraïbe? Non, ça ne va rien changer. Parce qu'on dit que la Guadeloupe a adhéré. La Guadeloupe n'a pas adhéré. La Guadeloupe est là au titre de la France. C'est-à-dire que la Guadeloupe est un strapontin. Pourquoi la Guadeloupe est un strapontin et que la Guadeloupe n'a pas vraiment adhéré? Vous avez des échanges. Par exemple, prenons le CARICOM. CARICOM, c'est le marché commun de la Caraïbe. Mais pour y marché commun, il faut qu'une marchandise puisse passer d'un pays à l'autre. Mais la douane en Guadeloupe, ce n'est pas la douane guadeloupéenne, c'est la douane française. Or, la douane est régie par les textes communautaires. C'est le tarif des douanes que nous appliquons en Guadeloupe, c'est le même qu'il y a en Italie, en Allemagne, donc une marchandise va arriver. Vous n'avez pas les moyens de négocier. Vous allez négocier avec les pays de la Caraïbe, les choses culturelles, le sport, le sport, la culture. Je pense qu'on peut réduire un certain nombre de produits de negative list, des produits. On est en train de réduire progressivement ces parce produits. Ça se réduit parce qu'il y a une négociation avec l'Europe.
Oui. pas avec la Guadeloupe, avec l'Europe. Parce que c'est le commerce extérieur et la compétence de l'Union européenne. Effectivement, il y a eu un accord APE, qui est l'accord de Cotonou, Oui. et qui dit, pendant un certain temps, on permettait aux pays ACP, aux pays de la Caraïbe, d'exporter sans qu'ils paient des droits et taxes pour le marchandise arrivant. Par contre, la réciproque n'était pas vraie. Et les Européens ont dit, non, maintenant, il faut arrêter avec ça. Maintenant, vous allez ouvrir vos marchés à nos produits. Donc, c'est l'Europe qui négocie. La Guadeloupe ne négocie pas. Donc, tout ça, c'est peut-être la poudre aux yeux. D'ailleurs, vous verrez toujours qu'il y a le ministre français qui est à côté, Paul Angevin, L'ambassadeur. qui est passé Fabius. Nous, on est là, mais on est là. Alors, ça arrange des Caribéens. Parce qu'ils disent, si on peut. Parce qu'ils ont une revendication. Ils veulent accéder à l'Europe, en fait. Ils vont accéder à l'Europe. C'est ça qui intéresse. À travers nous, ils peuvent accéder à l'Europe. Ils ont une revendication quand même qui est forte. C'est que l'Europe a supprimé les droits de douane entre eux et l'Europe. Mais il y a quand même une taxe locale qui gêne les Caribéens, c'est l'octroi de mer. Ouais. Ils sont en train de faire forcing pour que l'Europe pour supprimer ça. l'auto. Et c'est ça qui intéresse les autres. Ils sont intéressés par nous quand on sera indépendant ou autonome. Mais pour l'instant, ils sont pas. Indépendant. Voilà une dernière parole. Alors, je rappelle quand même que vous avez produit deux livres un peu importants, la zone économique européenne, exclusive, pardon, la zone économique exclusive, l'Asie, comme on dit, Oui. la conquête du marché intérieur. Ce petit ouvrage sorti en 2011 qui est, semble-t-il, toujours d'actualité, le projet d'évolution statutaire pour la Guadeloupe sur l'ouvrage du CIPA. Et vous êtes en train de produire autre chose. Ah, vous avez oublié deux. Vous avez oublié l'octroi de mer. L'octroi de mer, oui, qui est le seul livre qui existe en Guadeloupe. Même autre part d'ailleurs. Même autre part, vous suivez bien. Vous savez, il a été jusqu'à présent vendu beaucoup d'endroits. Bon. Et j'ai sorti également, plus récemment, quelque chose sur les fonds européens. Où il fait la démonstration sur les fonds chiffrée sur l'utilisation, la non-utilisation. Non, mais qu'on verse à l'Europe, puisque l'Europe nous verse. Et votre prochain ouvrage, ce sera? Ce sera la préférence guadeloupéenne, qui va sortir probablement, si j'espère bien, au mois d'avril ou plus tard. On aura l'occasion de vous recevoir, Monsieur Plaisir. Merci d'être venu. Avec plaisir. Mais oui, avec plaisir d'ailleurs. C'est sans jeu de mots. On va quitter, on prend une pause de pub et on va retrouver un autre écrivain, mais dans un autre domaine. C'est Steve Gadé qui est là, et qui a gardé nous, et il va pouvoir tout à l'heure parler de cet ouvrage avec Céline. Merci encore d'être venu avec nous. Il est 13h41. On prend une rapide pause de pub et puis on se retrouve avec Steve.